Social-démocrate, le terme est revenu plusieurs fois dans la bouche du président de la République hier, et puis dans les questions des journalistes qui voulaient savoir si vraiment il était devenu social-démocrate. Hervé Morin, bonjour. Bonjour, Nicolas Bédé. Vous êtes député UDI, président du Nouveau Centre, membre de l'alliance qu'on appelle l'alternative entre UDI et Modem. Il vous a convaincu, le président ? Au fond de ma pensée, c'est que cet homme n'a pas de crédit, ou n'a plus de crédit. Donc pour moi, tout ça sont des mots, sont des postures. Cet homme a à peu près tout dit en 2 ans, tout est son contraire sur tous les sujets. Je disais hier dans un tweet que Hollande pouvait se comparer à un derviche tourneur, c'est-à-dire qu'après avoir insulté les chefs d'entreprise, la création de richesses, préconisé les contrats aidés, enfin on peut le faire à l'infini, tout sujet confondu, l'investissement productif, désormais son nouveau vaudeur c'est l'entreprise. Et quand j'entends un certain nombre de commentateurs parmi mes amis politiques ou parmi le MEDEF expliquer que c'est un tournant, excusez-moi, mais quand on parle d'une politique de l'offre, ce n'est pas simplement de baisser de 10 milliards d'euros, et non pas de 30 milliards d'euros, contrairement aux histoires qu'on raconte, 10 milliards d'euros sur 4 ans, les charges sociales. Ce que d'ailleurs François Hollande s'était empressé de supprimer en 2012, je le rappelle, puisque c'est ce que nous avions fait avec Nicolas Sarkozy, juste avant les présidentielles, trop tard d'ailleurs. Une politique de l'offre, c'est quoi? C'est une politique, en effet, où on met les entreprises françaises au même niveau que les autres dans les conditions de production, d'où la problématique des charges sociales. Mais c'est une politique qui, bien entendu, introduit la flexibilité du marché du travail. C'est une politique qui se tourne vers l'investissement productif, qui cesse de matraquer fiscalement l'épargne qui investit dans l'entreprise. Ce sont des mécanismes puissants qui permettent aux entreprises de se doter en fonds propres. Et puis deuxièmement, c'est pas un système technocratique et administré. C'est pas un système avec un observatoire qui date... L'observatoire des contreparties. On va revenir sur tout ça, mais je vous demandais s'il vous avait convaincu. On sent bien qu'il ne vous a pas convaincu. D'ailleurs, je lisais hier un de vos tweets qui a, paraît-il, battu le record des retweets, c'est-à-dire qui a été le plus propagé sur la toile. Et vous disiez, putain, PUT, 3 ans, ça va être long. Ça va être long ? Oui, ça va être long parce que François Hollande, quand on est à 20 ou 25% dans les sondages, on n'a plus de capacité de transformer un pays. C'est pas vrai, il n'y a plus de crédit politique. Mais là, il essaye de le faire bouger, ce pays. Oui, mais il ne le fera pas bouger parce que pour ça, il faut s'appuyer sur... dans une démocratie d'opinion, c'est pas simplement de faire voter à l'Assemblée nationale avec un engagement de responsabilité. C'est d'avoir un peuple et un pays qui a envie de vous suivre, qui fixe un cap. Le cap, je le dis en permanence, là, ce qu'il faut dire aux Français matin, midi et soir, c'est pas seulement que nous sommes en crise, c'est que nous sommes en train de changer de monde. Nous changeons de monde comme nous avons changé de monde lorsque la machine à vapeur a été inventée ou lorsque Gutenberg a inventé l'imprimerie. C'est du même ordre. Et donc, si vous ne portez pas ça dès le début et qu'ensuite vous le déclinez politique après politique, c'est foutu. Et en vérité, si vous regardez même le quinquennat précédent, la réforme structurelle la plus forte que nous avons faite, elle a été faite quand? Elle a été faite durant l'été 2007, c'est-à-dire la réforme des universités. La réforme des universités en 2008, vous n'y seriez pas arrivé. Et donc vous avez... Il faut agir dès le début d'un quinquennat, dès le début d'un mandat. Il faut faire 2 choses. La première, c'est avoir des équipes qui construisent des projets de loi, des avant-projets de loi prêts à être enclenchés immédiatement au Parlement, faire siéger le Parlement jour et nuit, comme l'a fait par exemple Jacques Chirac en 86 ou François Mitterrand à sa façon en 81. Et deuxièmement, s'il le faut, procéder en même temps par ordonnance. Vous faites l'un et l'autre. Et vous avez 6 mois ensuite pour mettre tout ça en œuvre. Après, c'est fini. Il y a eu une série d'annonces hier dans la conférence de presse, y compris ce fameux observatoire des contreparties. Pas d'annonce sur les impôts des ménages. Juste, comprend-on l'idée que ces impôts vont être stabilisés? Est-ce que le fait quand même de mettre l'accent sur les entreprises, même si c'est au détriment des ménages, est un bon choix? Oui, sauf que l'accent sur les entreprises, si vous allez jusqu'au bout du raisonnement, il repose sur l'idée qu'il n'y a pas de transfert de fiscalité sur d'autres sujets. En clair, sur la consommation et sur les ménages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir trouver 40 à 50 milliards d'euros de dépenses publiques. On n'a pas été capable d'en trouver 10. Et vous pensez qu'on va en trouver 50? Et si vous y ajoutez en plus le fait que vous avez, en fonction des engagements pris par la France, le retour à l'équilibre en termes de déficit, oui.
Ça veut dire qu'il faut trouver beaucoup d'argent, donc baisser Moi, beaucoup j'ai de dépenses calculé, ça publiques. fait 70 milliards en tout. J'attends de voir un gouvernement capable de faire 70 milliards d'euros de dépenses publiques. Mais moi, Nicolas Bétou, je vais annoncer à la fin de la semaine un plan de réduction de la dépense publique chiffré, précis, détaillé, qui démontre que l'exercice est possible si on veut bien le faire. Est-ce qu'il est possible en maintenant le nombre des fonctionnaires au niveau où il est aujourd'hui? Il faut réorganiser en profondeur les structures territoriales. Réorganiser les structures territoriales, ça impose de le faire par référendum, parce que sinon le poids des élus locaux est trop puissant. Et vous y ajoutez la réduction du nombre de parlementaires. Il y a beaucoup trop de députés et sénateurs. Et comme en plus vous allez vers la fin du cumul des mandats, vous allez avoir des parlementaires qui, excusez-moi, vont s'emmerder, parce que 577 députés et 300 Il n'y a pas assez de travail à l'Assemblée. Il n'y a pas de quoi faire pour 900 parlementaires. Bon, donc il n'y a pas assez de travail à l'Assemblée. Il y a les règles de fonctionnement du Parlement font que vous ne pouvez pas faire en sorte que tout le monde puisse y trouver un peu d'épanouissement. L'UDI et le MoDem sont alliés aujourd'hui au sein de l'alternative. Négociation un peu compliquée, j'allais dire à la centriste, pour essayer de trouver... Vous croyez qu'elles ne sont pas compliquées ailleurs, au PS pour ou à essayer l'UMP pour essayer de trouver un modus vivendi pour les municipales. Certains iront en ordre dispersé, d'autres s'allieront à l'UMP. Quel est votre choix, à vous? Moi, très clairement, les coalitions sont avec l'UMP, naturellement, sauf cas exceptionnel. Il y en a quelques-uns. Oui, par exemple, Aix-en-Provence. On n'a Ouais. aucune raison de travailler avec une femme dont la gestion est absolument contestable et qui expliquait en 2012 qu'elle était le porte-parole du Front National à l'Assemblée nationale. Madame Joissains. Madame Joissains. De l'autre, bien entendu, aucun accord avec les socialistes. Peut-être parfois des primaires au premier tour, mais dans tous les cas de figure, sauf conditions absolument exceptionnelles, il n'y a pas de raison que nous soyons avec les socialistes. Ça a l'air compliqué quand même entre François Bayrou et Jean-Louis Borloo. Et de la même manière que c'est très compliqué, semble-t-il, entre Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, entre le parti de gauche et le parti communiste. Pardon de l'analogie, mais tout de même, est-ce que ça ne veut pas dire que quand on a des partis aussi tournés autour d'une ou de quelques personnalités, c'est difficile de s'allier? Non, je pense que c'est un... Vous savez, le MoDem s'est construit sur un schéma d'opposition. Oui. Et donc, bien entendu, quand vous créez une culture d'opposition, avant que dans tous les départements, chacun comprenne qu'il faut créer les conditions d'une coalition, de travailler ensemble, c'est un temps nécessaire d'acculturation, j'allais dire. Et deuxièmement... Et donc on est dans ce temps-là. Et deuxièmement, nous avons un enjeu ensemble Oui. qui est absolument majeur, c'est l'Europe. Il faut que nous soyons les Européens dans ce débat politique. Avant l'Europe, il y a les municipales, en tout cas en termes d'élections. Est-ce que Paris est gagnable? Ça n'en prend pas forcément beaucoup le chemin. Les listes, la construction des listes est absolument assez acadabrantesque. On constate que les amitiés ont souvent été des facteurs plus importants de choix que le reste. Et deuxièmement, il faut bien voir que ce scrutin à 20 arrondissements fait que... Ça, c'est de la mécanique électorale. C'est plus compliqué de gagner. La mécanique électorale, c'est que vous pouvez gagner en pourcentage et perdre en siège. Mais politiquement, c'est encore compliqué. C'est encore compliqué. Merci Hervé Morin.